n'emploierez plus le mot populisme sur les plateaux de télé. Vous n'en parlez donc plus, si j'ai bien compris, et vous avez raison, vous n'emploierez plus le mot populisme à chaque fois que vous serez invité sur les plateaux de télé. Bah, dans l'ensemble, je ne l'emploie pas, parce que ça fait longtemps que je dis ça, et que j'ai écrit ça depuis longtemps. J'ai mis en garde contre ce danger d'employisme obsessionnel depuis longtemps. Donc dans l'ensemble, je ne l'emploie pas. Mais pour vous dire la vérité, il peut m'arriver par facilité, marginalement, de l'employer. Ça peut m'arriver. Oui, parce que je vous ai entendu l'autre jour sur un plateau d'LCI le soir. Vous l'employez beaucoup. Ah non. Il parlait aussi de néofascisme. Non, j'ai envoyé. L'envoi de Moutou, je peux vous. Évidemment, si le débat porte sur le populisme, j'envoie le mot populisme, mais je ne l'envoie pas pour des. Non, je n'envoie pas de mots. Mais non, puisque dans le livre, ça m'étonnerait, parce que dans le livre, je dis ça sur le populisme. Je développe cette idée que ça a été une erreur formidable. Donc évidemment, quand j'explique pourquoi je considère que ça a été une erreur considérable d'employer obsessionnellement le mot populisme, j'envoie le mot populisme pour le dire. Ça va de soi. Bien sûr. Une autre question, vous semblez avoir vu quelqu'un. Non. Pas de question. Bon, alors. Il y a eu quelque chose. Ah oui, je ne l'ai pas vu, excusez-moi. Allez-y. Une erreur, c'est quand on fait quelque chose et dans la conséquence, c'est le contraire de ce qu'on avait prévu. L'erreur de Maastricht. Pas du traité de Maastricht. Ça, c'est compliqué parce que quand je vous parle d'erreur, c'est quand c'est incontestable, compte tenu des conséquences, que c'est une erreur. En ce qui concerne Maastricht, on est plutôt dans le domaine de l'opinion. On peut considérer que telle chose est une erreur, mais ce n'est pas une certitude dans ce cas-là. Pour ce qui est je pense que c'est plutôt le deuxième traité, celui que les Français ont refusé. Parce qu'il y a deux cohérences, il y a deux logiques dans le processus européen. L'un, c'est ce qu'on appelle le souverainisme. Le souverainisme, ce n'est pas forcément un repli sur soi et la fermeture des frontières. C'est dit oui, on peut faire une Europe à l'anglaise, une Europe du libre-échange, mais on ne peut pas dépasser cette réalité qu'est la nation. La nation, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une langue, c'est une expérience commune de plusieurs siècles, c'est indépassable. Et donc, on peut faire en effet une sorte d'ouverture, de s'ouvrir, même pas de fédération, mais de mettre ensemble des souverainetés qui se dépassent dans certains domaines pour faire des choses ensemble. Ça, c'est cohérent, c'est logique. L'autre, c'est ce que Victor Hugo et beaucoup d'autres dans la sillage de Victor Hugo appelaient les États-Unis d'Europe. Face aux États-Unis d'Amérique, face à la Chine, face à ces grands empires, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que nos nations, etc. Il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on essaie de provoquer une espèce de fédération qui dépasse justement l'égoïsme national, pouvoir s'opposer à ces grands ensembles, et donc aller au-delà de cet enfermement national pour créer une vraie, oui c'est ça, une fédération, non pas la négation des nations, mais une fédération des nations qui ont par exemple une politique étrangère, une politique sociale et une politique fiscale. Or, le traité de Maastricht dit non, naturellement, à la première option, au nom de l'Europe, mais dit non à la deuxième option. Et donc, il rend indépassable le milieu. Mais le milieu, c'est terrible, parce qu'on a tous les inconvénients du normatisme,
avec tous les, y compris avec les illusions qu'on se fait. C'est-à-dire, voilà, ils vont nous interdire le fromage de lait cru, ou bien, ça c'est pas vrai, l'interdiction de fromage de lait cru, mais tout le monde l'a cru, ou bien, ça c'est vrai, qu'on peut faire du vin rosé en mélangeant du vin blanc et du vin rouge. Et ils ont fait quand même, ils ont décidé, ça, l'Europe, tu te rends compte pour le rosé de Provence, c'est pas, et des tas de choses comme ça, on m'a dit, c'est énervant et tout, mais en revanche, le fait qu'on ait une vraie politique étrangère, on verra au Proche-Orient, qu'on existe, ça n'existe pas, qu'on puisse avoir une politique fiscale empêchant le dumping fiscal, ça on n'a pas, qu'on ait une politique sociale qui empêche aussi le dumping social, avec là, ici, des enfants de 12 ans qui travaillent dans les entreprises, et donc ça permet d'avoir, de faire du dumping avec des marchandises naturellement moins coûteuses. Tout ça, ça n'existe pas. Donc on a choisi le milieu. Ça, l'erreur, c'est ça. C'est surtout ça, c'est d'avoir gelé le fait qu'on reste au milieu et qu'on, d'une certaine manière, qu'on rompt avec les deux cohérences, celle du souverainisme et celle du fédéralisme. Bon, on le voit d'ailleurs sur le plan sanitaire, il n'y a pas de position commune de l'Europe. Non. Mais sur rien, au Proche-Orient, surtout. En plus, il y a un pays qui est rentré dans l'Europe, d'ailleurs il en est sorti, donc il en a tiré les conséquences. Il y a un pays qui est rentré, qu'on a fait rentrer dans l'Europe pour saboter l'Europe. C'est-à-dire, l'Grande-Bretagne a reçu comme consigne des États-Unis de rentrer dans l'Europe pour que l'Europe ne se fasse pas. C'est aussi clair que ça. Du coup, il en est sorti, ça c'est un progrès. Mais il y a des pays qui avaient suivi l'Angleterre avec la même intention, genre la Pologne, elle y est toujours. Et il n'y a pas une seule décision européenne aujourd'hui sans que la Hongrie et la Pologne se prononcent contre. Y compris quand il y a le choix entre, par exemple, choisir un avion européen ou un avion américain, ils choisissent l'avion américain. Systématiquement, ils choisissent la solution américaine contre la solution européenne. Et pour la Pologne et pour la Hongrie, mais surtout pour la Pologne, l'Europe n'existe pas. Pour eux, c'est les États-Unis. Et ils colleront toujours aux États-Unis. Ben, ça, c'est Maastricht. Une question de notre... Ah, ça y est, vous réveillez juste qu'on va se... Oui. Une question ici. J'allais lui poser la question, peut-être, puisqu'on se connaît avec Jean-François, mais je voudrais que sa réponse puisse être publique. Enfin, que tout le monde puisse en profiter. Jean-François, qu'est-ce que tu penses du discours d'Emmanuel Macron, toi qui es un centriste convaincu, et notamment de ce en même temps qui donne l'impression qu'on a un président qui ne sait pas trancher sur des sujets quand même assez importants, toi qui sais justement trancher quand il faut sur des sujets importants. En même temps, c'était Véron. En même temps, c'était un peu Véron. Non, moi je ne suis pas, j'en sais rien, c'est vous, je ne crois pas. Enfin, dans le discours, il arrive qu'on dise en même temps. Toi, moi, tout le monde, arriver à dire, je sais pas, j'ai extrêmement froid, mais en même temps, c'est mieux qu'avoir trop chaud. Voilà. Beaucoup de choses comme ça. Mais moi, je suis très... Je l'ai dit. En même temps, c'est le milieu, c'est l'idée du milieu. C'est-à-dire ni fédéralisme, ni souverainisme. Ça, je ne crois pas à ça. Je crois que simplement, ce que je crois, c'est que s'enfermer dans le souverainisme, s'enfermer dans le fédéralisme, l'un ou l'autre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Diaboliser l'autre, ça je récuse aussi. Mais en même temps, on sera toujours au milieu, je suis contre. En plus, il y a dans le macronisme quelque chose qu'il est de... Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il est de gauche sur le plan sociétal et qu'il est de droite sur le plan économico-social. Et que si on doit se définir par rapport à ça, alors je dirais moi c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est là où je ne me reconnais pas mille cafés dans... On va aller, monsieur, une question. Oui. Oui. Monsieur, vous allez voir dans le mur, c'est ce que vous avez écrit. Alors que proposez-vous? Vous seriez au pouvoir, vous seriez conseiller. Que proposez-vous pour éviter le mur? Parce que finalement, Pour éviter le mur. Pour éviter le mur.
Alors, je suis sûr que quand vous m'avez posé cette question, vous savez bien que je ne vous répondrai pas en 60 secondes. Si j'avais une solution, une réponse à cette question qu'on m'a été mûre en 60 secondes, je serais extrêmement riche. Vraiment. Il se trouve que j'ai écrit, entre autres, j'ai écrit 2 livres. J'en ai écrit un qui s'appelle L'Alternative, mais il fait 400 pages. J'en ai écrit un plus petit qui s'appelle Comment s'en sortir, qui en fait 200. Mais enfin, même 200, c'est 200. Où j'ai essayé de définir. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais j'ai répondu à votre question. Pour moi, vous avez raison de la poser, ça ne suffit pas d'être contre, ça ne suffit pas de désigner, ça ne suffit pas de condamner. Il faut en effet, et c'est ce qui me lave aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a une espèce d'accumulation des haines, des rejets, des rejets terribles. Je pense qu'en effet, il faut proposer. Et je l'ai fait. Et je n'ai cessé de le faire. C'est vrai que je ne peux pas résumer en 20 secondes. Mais par exemple, il y a 15 jours, je ne sais pas si vous devez être au courant, il y a, c'est la réponse à la question tout à l'heure, il y a eu un texte qui a été publié, une tribune qui a été publiée dans Libération, je crois, par la romancière Virginie Despentes. Sans doute certains l'ont lu, ou sont au courant, j'en sais rien. Mais enfin, c'est une tribune. Qu'elle fasse une tribune dans Libération, ou dans le Figaro, etc. Mais c'est une tribune, aussitôt qu'elle a été écrite, a été répercutée sur les médias comme si c'était quasiment un texte officiel. Partout. Je peux vous dire que dans Marianne, Natacha Polony, avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord, là, mais là, elle a fait une contre-tribune remarquable, absolument remarquable. Je peux vous dire qu'elle n'a pas été reprise dans les médias, celle-là. Pas du tout. Celle de M. Lepin, c'est devenu un texte officiel qu'il faut apprendre dans les écoles. C'est le texte le plus terrifiant, le plus effroyable que j'ai lu depuis longtemps. Terrible. On parlait tout à l'heure de ces convergences possibles entre l'extrême droite et l'extrême gauche. On sait bien dans l'histoire qu'il y a une hystérie langagière, une hystérie verbale qui est commune au stalinisme et au fascisme. Eh bien, dans ce texte, il y a toute l'hystérie verbale, dans la haine, la violence, le négationnisme terrible qui est commun au fascisme et au stalinisme. Et ce texte a été absolument diffusé sur les médias comme si c'était un texte exemplaire. Ça, j'ai trouvé ça terrifiant. Terrifiant. Une dernière question, monsieur. On constate aujourd'hui une profusion des fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news, en français dans le texte, n'est-ce pas? C'est notamment développé par les réseaux sociaux. Ça rogne quelque part le travail du journaliste. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a deux problèmes. Il y a le fait, en effet, que je suis d'une génération où pour être journaliste, il fallait être journaliste, il fallait faire une école, il fallait apprendre des choses, il fallait des références. Aujourd'hui, n'importe qui a un écran et tape les journalistes. Très bien. Mais naturellement, si je dis ça, on va dire que je défends de façon corporative. En revanche, je pense que l'anonymat, c'est épouvantable. Je crois qu'il faut poser la question de l'anonymat. Quand on exprime une opinion, il faut prendre la responsabilité de l'opinion qu'on exprime. Il faut de toute façon prendre la responsabilité de l'opinion qu'on exprime. Mais si c'est une opinion mesurée, neutre, équilibrée, je préfère qu'on en prenne la responsabilité. Mais si on n'en prend pas la responsabilité, disons que ce n'est pas dramatique. Mais si c'est une opinion radicale, violente, calomnieuse, attends, c'est trop facile de ne pas en prendre la responsabilité. C'est terrifiant, les conséquences. Plus des informations, donc on n'est pas la source, on ne sait pas où on a été les chercher. Moi, un jour, une seule fois, je suis arrivé à repérer la personne qui avait sur les réseaux sociaux, comme toujours, il m'avait attaqué. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, en plus, je ne regarde pas. Mais là, c'est quelqu'un qui me l'avait passé. Alors, c'était du genre. On va vous couper la tête, je vais vous crever les yeux, je vais vous bouffer le foie, enfin, c'était des horreurs, c'était absurde. Mais là, en l'occurrence, par les recoupants, on a pu savoir qui c'était. Mais c'était un petit mec, tout fluet, tout timide, tout gentil, qui n'aurait pas fait le mal à une mouche. Et donc c'était le défoulement total par rapport justement
à sa petitesse, à sa fragilité, à sa timidité, etc. C'est ça aussi les réseaux sociaux. C'est terrible. Moi, je pense qu'il faut vraiment poser le problème de l'anonymat. Mesdames, Messieurs, nous allons remercier Jean-François Kahn pour sa conférence.